Alors, on a le plaisir d'accueillir parmi nous Sonia Galtier, qui va nous parler donc de la Catalogne. L'exemple de la Catalogne a été cité par l'intervenant. Sonia est porte-parole pour les affaires extérieures d'Esquerra Republica de Catalunya. Elle a donc une expérience politique, mais elle a tenu à me dire, avant que je lui donne la parole, qu'elle n'est pas une professionnelle de la politique, puisqu'elle travaille dans le secteur privé. Alors peut-être, Sonia, je pense qu'avant qu'on démarre un jeu de questions-réponses, peut-être en dire un peu plus sur, non pas votre expérience professionnelle politique, mais simplement les raisons de votre engagement. J'ai commencé à... Parce que quand je suis arrivée en Catalogne il y a 25 ans, je dois vous dire que je ne comprenais rien à ce qui se passait en Catalogne. De la même manière que maintenant je ne comprends rien à ce qui se passe en France, je dois vous le dire aussi. Mais au cours des années, j'ai décidé de devenir militante d'Esquerra Republicana il y a 9 ou 10 ans à peu près, parce que j'ai eu le sentiment, à cette époque-là, il y avait eu plusieurs cas, encore une fois, de corruption, etc. dans la société, notre classe politique dans plusieurs partis. Il n'y en avait pas à Esquerra Republicana. Il y avait eu pas mal de scandales, et j'ai eu l'impression que c'était un parti honnête, intègre. C'est vrai aussi que mon mari y est depuis 25 ans. Donc je connaissais beaucoup de gens du parti qui étaient venus à la maison, que j'avais fréquenté. J'avais l'impression que c'était des gens honnêtes. Et c'est sous ce prisme citoyen, et je pense que tout ce que je vous expliquerai par rapport aux questions qui me seront posées, par rapport au processus que l'on vit en ce moment en Catalogne, je vous expliquerai ça très simplement et sous un point de vue un peu politique, mais aussi et surtout très citoyen, de comment c'est vécu par les gens. Moi, j'ai décidé de m'engager dans ce projet parce que j'ai cru à des gens honnêtes qui croyaient, qui avaient des idéaux, qui croyaient en ce qu'ils faisaient et qui le faisaient sérieusement, activement et honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à militer à Esquerra Republicana il y a 9 ou 10 ans de ça. Alors là, évidemment, les événements se sont précipités. Vous savez tous que on ne manque pas de travail là tout de suite, hein, pour tous ceux qui veulent nous impliquer. Il y a beaucoup de travail à faire, parce que c'est vrai qu'on est en train de vivre un moment particulièrement dense et trépidant même, je dirais. Alors peut-être parce que tout le monde n'est pas aussi familier de la situation de la Catalogne, j'imagine, peut-être un rapide tour d'horizon de où vous en êtes maintenant, et l'enjeu, j'allais dire quasiment de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, ça nous permettra d'avoir un aperçu. D'accord. Alors, je vous le fais à vol d'oiseau un peu, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que sinon ce serait trop long, mais tout commence un peu en 2005 en fait, parce qu'il faut savoir qu'on passe, en 92, il y avait 2 députés indépendantistes au Parlement de la Catalogne. Vous savez tous que la Catalogne réclame et veut son indépendance. Vous savez certainement même qu'il est prévu, et que l'on veut, depuis longtemps qu'on veut, mais visiblement qu'on va faire un référendum au plus tard en septembre. Donc, une fois qu'on sait ça, ce serait la fin du trajet idéal. Il faut savoir qu'en 92, il y avait 2 députés indépendantistes et que maintenant on en a 72 au Parlement. Donc qu'est-ce qui s'est passé là pour que l'essence de l'indépendantisme qui répondait à certains sentiments d'une partie petite de la population soit devenue le désir et le souhait de ce qu'on pense qui est une majorité, mais pour l'instant on n'a pas pu le vérifier parce qu'on ne nous laisse pas faire un référendum. Donc finalement, penser que la quête principale de la Catalogne là tout de suite, après je reviens sur l'histoire à vol d'oiseau, c'est le droit de faire un référendum. C'est aussi simple que ça. On veut juste sonder l'opinion des gens, des citoyens. On veut savoir quelle est la volonté du peuple. En principe, la volonté du peuple devrait être souveraine. C'est ça en essence, la démocratie. Hein, mais de l'autre côté, côté Madrid, ils ne veulent même pas courir le risque de savoir ce que pensent les gens. Bon, je referme la parenthèse, donc on est dans notre quête du référendum. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses, mais il s'est passé surtout qu'en 2005, la Catalogne a rédigé son nouveau statut d'autonomie. Il faut savoir que celui qui était en vigueur datait de 1979, donc il était un peu déphasé. Il faut savoir même que M. Zapatero, à l'époque, en 2003, quand il était en campagne électorale, avait dit « Je soutiendrai le statut d'autonomie qu'approuvera le Parlement de la Catalogne », chose qu'il n'a pas fait ultérieurement, c'est une mauvaise habitude assez répandue chez pas mal de politiques. Donc, en 2005, la Catalogne approuve, le Parlement de la Catalogne approuve le statut d'autonomie.
il est envoyé à Madrid, donc il y a 3 pas: approbation de ce statut approuvé par le Parlement de la Catalogne, par le Congrès des députés à Madrid, et puis après référendum. Après ça revient en Catalogne, et c'est soumis à un référendum, et c'est les citoyens de la Catalogne qui sont censés l'approuver. Dans ce trajet, de Barcelone-Madrid, ça revient en Catalogne, hop, il le passe au sécateur. C'est-à-dire que quand le statut d'autonomie de la Catalogne revient en 2006, il a beaucoup changé. Il a été considérablement allégé, décaféiné, rabaissé, appelez ça comme vous voudrez, mais beaucoup de choses ont changé. Et c'est quand même important de savoir que une des choses qui n'a pas changé, ils ont changé de place, mais ils n'ont pas changé le mot, c'est le mot nation. Ça c'est important parce que ce statut qui revient de Madrid continue de dire dans la préface que la Catalogne est une nation. Donc en 2006, mais bon, après il y a beaucoup de modifications, beaucoup moins de compétences au niveau de la structure, gestion des aéroports, les arrangements fiscaux évidemment ne sont pas du tout comme on les voulait, évidemment, etc. etc. Mais bon, le mot nation est respecté en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut faire un référendum pour que le peuple de la Catalogne approuve ce statut. Et là, vous comprendrez au cours de mon explication un peu comment est le peuple catalan. Parce que le peuple catalan, c'est vraiment un peuple archi-pacifique, archi-non-violent, et qui préfère toujours un mauvais accord à quelque chose d'un peu trop strident. Donc qu'est-ce qui se produit? Les Catalans votent en faveur de ce statut qui est énormément rabaissé. Esquerra Republicana, à l'époque, fait une campagne contre le statut et contre l'approbation du statut. Ils disent ça, c'est pas normal. Dans ce nouveau statut qui a été modifié par le Congrès des députés à Madrid, les conditions minimum de cohabitation au sein de l'État espagnol ne sont pas respectées. Nous, on ne veut pas ça. Donc, ils font une campagne en contre. Mais le statut est approuvé par 80% contre 20% de oui à ce nouveau statut, contre 20% ou 21% de non. Et comme on est démocrate, on l'accepte et on continue. C'est signé par le roi d'Espagne. Ça devient une loi organique espagnole. Le roi d'Espagne signe que la Catalogne est une nation. Il faut le savoir quand même. Mais le Parti populaire, qui visiblement travaille pour la cause indépendantiste fortement, ils sont toujours présents, ils ne nous abandonnent jamais. Donc le Parti populaire, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que c'est trop généreux pour un peuple comme le nôtre, certainement. Il envoie ce statut, donc allégé, rabaissé, mais approuvé par le peuple, au tribunal constitutionnel de Madrid. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Le tribunal constitutionnel, il faut que vous sachiez que là, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 ou 8 juges, ou maximum 9, pas plus, qui sont nommés par le Congrès, par le Sénat et par le gouvernement. D'une neutralité, comme vous pouvez imaginer, parfaite. Donc, la sentence du tribunal constitutionnel arrive en 2010. Et c'est là vraiment qu'on peut dire que ça commence à chauffer, entre guillemets, au niveau citoyen. Il réinterprète 41 articles du statut d'autonomie. Et le mot nation disparaît, évidemment, définitivement. C'est-à-dire, ils le détruisent en quelque sorte. Et là, les gens passent de l'implication, parce que quand même, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y avait 2 300 000 personnes, 2 millions et demi, 2 300 000 ou 2 500 000 personnes qui avaient été votées. C'est beaucoup, hein, 2 300 000 personnes qui votent l'approbation d'un statut, mobiliser 2 millions... C'est une participation de quoi, à peu près 50-60% 50%. 50%. Donc, les gens étaient impliqués. Mais là, ils passent de l'implication à l'indignation. Parce qu'ils se disent, c'est pas possible que 8 personnes, 8 juges, hein, à Madrid, décident à notre place ce qui est convenable pour nous. C'est vraiment un affront. C'est vraiment interprété comme un affront, et comme un déni, et comme un mépris. Et comme des affronts, des dénis, des mépris, il y en a eu beaucoup au niveau des négociations politiques depuis toutes ces dernières années. Là, il y a la première grosse manifestation en Catalogne, 1,5 million de personnes dans la rue, juillet 2010, et les gens clament nous sommes une nation et nous décidons. Donc ça c'est important. Mais là, et ça c'est la plateforme pour le droit de décider qui organise cette manifestation. Un facteur très important, je pense, par rapport à la société catalane et par rapport à l'implication, tout à l'heure quand on était en train de déjeuner, on a parlé à un moment donné, je ne sais plus avec qui, du fait que la société civile s'implique. S'implique, c'est difficile, hein. C'est
pas facile de faire il s'est passé plein de choses où la société civile ne s'est pas impliquée. Mais là, elle est très impliquée et très motivée. Pourquoi? Parce que la société catalane est farcie de réseaux, d'organisations non gouvernementales, d'associations. Le tissu associatif en Catalogne est extrêmement dense et extrêmement puissant. Et là, ça fait quelques années qu'ils travaillent vraiment, et qu'ils agissent et qu'ils font avancer beaucoup de choses. Donc là, c'est la plateforme pour le droit de décider qui se met en route et on arrive à avoir 1,5 million de personnes dans la rue. C'est très important. Mais là, on ne parle pas d'indépendance encore, hein, on parle du droit de décider, attention. C'est déjà un pas. Donc, cette manifestation en 2010 est très importante. En 2011, qu'est-ce qui se passe en 2011 en 2011, le Parti populaire gagne les élections à Madrid par majorité absolue. Là, c'est bien aussi, pour le processus indépendantiste, à savoir durcissement à fond des négociations avec la Catalogne. Hier, ils ont reconnu dans un débat où ils étaient d'accord sur rien, Artur Mas, l'ex-président, et je ne sais plus avec qui parlait du Parti populaire, avec le ministre de je ne sais pas quoi. Ils ont dit, on est juste... Avec Margallo, très bien, merci. Ils ont reconnu juste que la Catalogne, c'est leur plus gros problème, là, tout de suite. C'est le seul point sur lequel ils étaient d'accord. Donc, durcissement des conditions avec la Catalogne, 2011, et du coup, encore, ça renforce encore plus le mouvement indépendantiste, hein, en 2011. 2012, alors 2011, 2012, on continue là. À partir de la manifestation de juillet 2010, on a eu 1,5 million de gens dans la rue, de citoyens. Tous les 11 septembre, vous devez savoir que le 11 septembre, c'est la fête nationale en Catalogne. On fête la prise de Barcelone. Le 11 septembre 1714, Barcelone est tombée. Et du coup, c'est là que la Catalogne a été définitivement annexée par l'Espagne. Et c'est notre fête nationale. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui fêtent une défaite. Mais ça aussi, ça m'avait étonné au début. Ah, très bien. Mais c'est bien, je trouve que c'est... On est mauvais perdants. Non, je pense au contraire que c'est un bon exercice d'humilité et ça permet de ne pas oublier qu'il faut y retourner, quoi. C'est bien, c'est bien. En tout cas, à partir de là, le 11 septembre 2011, le 11 septembre 2012, on recommençait 1,5 million, 1,6 million, 1,8 million. En 2012, je ne sais plus si c'est en 12 ou en 13, qu'on fait la chaîne humaine, vous devez en avoir entendu parler, 400 km de gens qui se donnent la main. Ça, c'est très catalan aussi. Les manifestations en Catalogne n'ont rien à voir avec les manifestations à Paris. Ça, c'est un truc qui m'avait étonné aussi quand je suis partie vivre là-bas. Ils chantent, ils y vont avec les enfants, ils sourient, ils rigolent. C'est ça les manifestations là-bas. On a surnommé la révolution du sourire, cette quête qu'on a... Juste, on peut préciser aussi que sur ces manifestations, donc le Parti populaire, c'est le parti au pouvoir de Mariano Rajoy, Oui. et qui a 7 millions d'habitants, un peu plus en Catalogne. C'est-à-dire qu'en France, pour Charlie Hebdo, il y avait 4 millions de personnes dans les rues, et c'était énorme, pour 66 millions d'habitants. Là, on parle d'1,5 million, 2 millions pour 7 millions. Merci, c'est bien. Très bien, merci beaucoup. Ouais, ponctualisation. Oui. Donc, la chaîne humaine, 400 km de gens qui se donnent la main et qui... voilà. Qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était donné la main, c'est tout, je crois. Je crois qu'on n'avait rien dit de particulier. On se donnait la main 400. On se rapproche de maintenant. On se rapproche de maintenant. En 2013, on a fait un V géant, en signe de vote à Barcelone. Et 2012, c'est une date importante aussi parce qu'on essaye encore de renégocier les arrangements fiscaux à Madrid. Artur Mas et Mariano Rajoy essayent de faire un arrangement fiscal un peu plus rationnel, pas moyen, c'est la négation totale, absolue, comme toujours. Et là, on convoque des élections anticipées. Et là, ça commence à se corser. Parce que ces élections anticipées, le parti d'Artur Mas, qui à l'époque était Convergencia y Unió, affirme que s'il est élu, il demandera à Madrid les compétences pour faire un référendum. Hop, attention, là, on passe à la vitesse supérieure. Hein. Il remporte pratiquement la majorité absolue à ce moment-là, à 5 ou 6 ou 8 voix près. Mais il n'a pas la majorité absolue, donc il gouverne avec Esquerra à l'opposition. On continue d'avancer. En 2013, il demande des compétences à Madrid pour faire le référendum, et là, les socialistes et le Parti populaire se mettent d'accord, pour une fois, c'est non. Non. Niet. Pas moyen. On continue, et c'est là qu'on arrive. Finalement, ils disent, bon, on va approuver au Parlement, comme on ne nous laisse pas faire un référendum, pendant tout ce temps-là, l'opinion publique chauffe. Hein. C'est-à-dire les citoyens... comme on ne nous laisse pas faire un référendum, on va faire une consultation.
on va appeler ça une consultation, on approuve au Parlement de la Catalogne le droit de faire des consultations populaires non contraignantes. Ça s'appelle non, c'est-à-dire non contraignantes. Et la date, c'est le 9 novembre 2014. Cette loi du Parlement est contestée ou est menée en justice au tribunal constitutionnel aussi, et rebelote. On nous redit que c'est anticonstitutionnel, on nous redit qu'on est hors la loi et qu'on ne peut pas faire cette consultation. Mais on est tout près du 9 novembre, parce que vous savez que les trucs judiciaires, là c'est lent, c'est pas aujourd'hui pour demain. Du coup, 5 jours avant, 3 jours avant, on dit bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ils disent au gouvernement, nos dirigeants, ils disent bon on va quand même la faire, mais on va appeler ça un processus de participation citoyenne. Et là, toutes les organisations que je vous disais, tout ce tissu associatif se cohésionne. Ça a été un boulot monstre. Il y a eu 40 000 volontaires en train de travailler. Hein. C'est énorme, 40 000 ou 50 000 là. Énorme. On s'est tous mobilisés pour mener à terme cette consultation ou ce processus de participation citoyenne pour savoir combien de gens étaient en faveur ou contre. Alors je peux vous dire la question qui était posée exactement, je me souviens. Oui, c'est toujours... on arrive à maintenant. Et on arrive à maintenant parce que là on commence à parler vraiment d'indépendance. Pour que vous compreniez comment on évolue et comment on se retrouve avec 2,5 millions de personnes qui veulent l'indépendance. La question c'est voulez-vous que la Catalogne devienne un État et si c'est un État, voulez-vous que cela devienne un État intégré à l'Europe. Donc la question européenne au cœur de la question. De la consultation. Voilà. Et donc là ça y est, là on parle d'indépendance. C'est clair dans la question. Et là tout de suite, donc on en est à demander le droit de faire ce référendum. Pourquoi? Parce qu'il y a eu depuis, il y a eu des élections le 27 septembre 2015. Ces élections, du coup, étant donné qu'on ne se ressortait pas, c'est-à-dire on a été 18 fois quand même, quand je dis on, c'est nos dirigeants politiques évidemment, demandé à Madrid le droit de faire un référendum officiellement 18 fois. Hein. Donc, comme il n'y avait pas moyen, finalement, le gouvernement a décidé, on va faire une liste, on va se présenter aux élections, mais au lieu de se présenter par parti, on va faire une liste unitaire qui va s'appeler Ensemble pour le oui, 27 septembre 2015. Donc, ces élections vont prendre la forme d'un plébiscite, et les gens vont voter pour ou contre un projet, ils ne vont pas voter un parti, ils vont voter un projet. Et ce projet, ça va être l'indépendance. Ça, c'était en septembre, pas dernier, donc septembre 2015. Ces élections ont été gagnées pas par majorité absolue, mais avec le soutien de la COUP, qui est le parti anti-système, qui a la candidature d'unité populaire. On a donc 72 députés sur 135. On a mis un peu de temps à se mettre d'accord, donc les élections c'était en septembre, mais le président a été élu en janvier 2016. Et là, ils ont marqué une feuille de route, un itinéraire vers le référendum de 18 mois, qui finit en septembre. Au plus tard en septembre. Au plus tard en septembre. Et on en est là, on en est à voir comment nos dirigeants qui ont été élus et mandatés pour faire quelque chose, qui est ce référendum, s'en sortent, espérons, et on arrive à faire ce référendum en septembre. Là, on en est là. Parlons de l'Europe, et notamment d'un premier aspect qui est l'intérêt pour l'exemple catalan. Vous vous occupez des relations extérieures. Est-ce que vous êtes régulièrement consulté aujourd'hui par des représentants des régions, d'autres parties d'Europe qui viennent vous solliciter? Est-ce que l'exemple catalan inspire? Écoutez, moi je pense que l'exemple catalan inspire. C'est vrai qu'on est consulté au niveau du parti, c'est-à-dire que nos représentants, c'est-à-dire notre conseiller aux affaires extérieures, on a créé un ministère, disons, des affaires extérieures en Catalogne. Notre direction générale, les personnes qui sont chargées se sont beaucoup déplacées en Europe et depuis déjà un bon moment, 1 an et quelques et plus, sont dans la tâche d'établir des liens et des ponts avec les autres États d'Europe. Avec les États ou avec d'autres régions? Et d'autres régions, de D'accord. Tout le monde. Par exemple? Par exemple, je pense que nos rapports précisément avec la Corse, l'Occitanie, les essais de dialogue avec la France, avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Ils ont voyagé partout, ils ont été partout, parler avec tout le monde. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de semer et d'établir un dialogue avec tout le monde. Mais c'est évident aussi que les pays, les États,
surtout les États, dans ce cas-là, pas tant les régions, sont très prudents, et c'est normal qu'ils le soient. C'est-à-dire que, en parlant clairement, ils vont pas se mouiller, hein, et c'est normal. Donc, les relations, il faut les avoir, les ponts et les chemins, il faut les tracer. Mais après, cette fameuse reconnaissance dont on parle tout le temps, elle viendra quand elle viendra. C'est-à-dire que l'indépendance, notre processus d'indépendance, d'abord notre référendum, d'abord. Et d'abord avoir la majorité des citoyens qui savoir que la majorité citoyenne veut l'indépendance. Parce que sinon, on ne la fera pas. Nous, on ne veut pas d'une Catalogne indépendante si elle n'est pas voulue de la majorité des citoyens. Attention. Lors du référendum, lorsqu'il aura lieu, bien évidemment, c'est trop tôt pour savoir quelle sera la question posée, j'imagine, mais est-ce que la question européenne sera dans la question? Autrement dit, est-ce que vous avez la certitude que l'appartenance à l'Europe fera partie du deal proposé aux électeurs? Je ne sais pas. Premièrement, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas laquelle sera la question. La réponse, c'est je ne sais pas. Mon opinion, qui est mon opinion, et donc c'est peut-être même pas l'opinion de ce cas-là, c'est juste mon opinion, c'est que ça ne devrait pas l'être. Parce que je pense que, comme on disait, la reconnaissance, c'est quelque chose qui vient progressivement. On ne peut pas attendre, on va dire, on fait le référendum, on vérifie, on constate, c'est ce qu'on voudrait, constater que la majeure partie des gens veulent l'indépendance. On obtient cette indépendance, je sais pas, on voit d'une déclaration unilatérale, de non, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. On y arrive, on l'a, ça y est. Bon, ben, la reconnaissance, elle viendra. Peut-être que dans un premier temps, il y aura 2 pays, jamais entendu, tout le monde en reconnaître, et dans 6 mois, 2 de plus, et dans 1 an, 3 de plus, et peut-être qu'on ne sera pas tout de suite dans l'Union européenne, et on sera d'abord à l'EFTA, comme vous disiez tout à l'heure. Et pourquoi pas? La reconnaissance de nos jours, c'est pas la condition sine qua non de l'existence, on peut exister sans être reconnu. Nous, on veut être indépendants parce que c'est ce que veut le peuple de la Catalogne, on ne veut pas être indépendant pour que les autres nous disent qu'on est indépendant et qu'on est un État d'Europe. Donc de ce point de vue-là, c'est très différent par exemple de la posture actuelle des Écossais, qui lient directement le référendum à la question du Brexit et à l'appartenance à l'Union européenne. Oui, mais je pense Nicolas Sturgeon, qui a pris la parole la semaine dernière, a véritablement lié les deux. Je pense parce que ça les intéresse de le voir sous ce prisme. Peut-être que si les Anglais voulaient rester, ils diraient le contraire, je sais rien. En quoi la Catalogne est un modèle stratégique, je pense que c'est le mot stratégique qui est important, pour les régions françaises? Voilà. Je trouve que c'est pas facile comme question. Non. Parce que je pense qu'en fait, pour les régions françaises, ça se ressemble pas beaucoup en fait. Hein. Même pas du tout, on peut dire. Parce que déjà, ça peut vous paraître un peu abrupt comme exemple peut-être, mais imaginons une seconde qu'en 39-45, la France perde la guerre contre l'Allemagne, et puis que là on soit tous en train de parler allemand, et on soit tous allemands. Et dans 300 ans, on va y récupérer la France. Ce serait plutôt ça le cas de la Catalogne. Donc la Catalogne ne s'interprète pas elle-même comme une région colonisée, entre guillemets, où elle s'interprète différemment. Et le noyau dur, l'essence de l'indépendantisme catalan, les 2 députés de 92, là, dont on parlait au début, ils viennent de là. Après, ça a pris dans la société, parce que le pouvoir à Madrid, comme disait Louis Llach, est tellement figé, tellement dur, tellement à l'ancienne, tellement arrêté sur ses positions que ça a aidé énormément à la montée de ce mouvement, parce qu'il y a une crise économique, c'est vrai aussi, il faut le dire, il faut être honnête, la crise économique, ça n'aide pas les gens à avoir de la patience, et ça motive les gens à vouloir des changements. Tout ça, c'est des facteurs qui se sont rajoutés dans le fait, c'est pour ça que je ne sais pas si ça peut servir franchement d'exemple, peut-être certaines choses peuvent servir d'exemple pour qui voudra les utiliser pour sa cause, mais en tout cas, le cas de figure n'est pas du tout le même. Ça n'est pas de la même manière, la naissance n'est pas la même, et l'évolution n'est pas forcément la même non plus. Alors, on va passer à la suite du programme. La suite du programme... Je voulais juste vous dire un petit truc par rapport à Louis Llach, parce que je trouve ça joli et puissant. La candidature dans laquelle était Louis Llach, donc tous ensemble pour le oui en 2015, donc il n'y avait pas que des politiques, il y avait lui, les chanteurs,
il est compositeur, il est auteur, il y avait des gens emblématiques de la société, il y avait des particuliers, donc c'était une liste très variée, il y avait même des gens d'autres partis, Raoul Romera, notre conseiller aux affaires étrangères, était à l'initiative, si je me souviens bien, et il y avait 100 000 personnes derrière, quoi. Ça c'est énorme. Ils ont ouvert les listes, ça on n'avait jamais fait, on a dit maintenant, tout le monde qui voudra, les citoyens peuvent s'inscrire sur ces listes. En 3 jours, on était plus de 30 000. On a tous reçu notre petite affiche à la maison avec la tête de nos dirigeants politiques et puis hop, la nôtre, parce qu'on a tous été faire la photo. C'est symbolique, mais c'est beau. Et ça représente bien le mouvement, l'essence du mouvement dans lequel on est, qui est un mouvement citoyen par définition, qui a et ça nous donne une force inébranlable.